Nous passons à la deuxième conférence de ce parcours de la céramique et des arts du feu, qui nous sera présentée par Madame Faye Allais. Madame Faye Allais a été respectivement conservatrice, puis directrice des établissements de Sèvres et de Limoges. Puisque le thème de cette année est étroitement lié à Valoris, ainsi elle nous permettra de découvrir un village aux multiples facettes. Il s'agit du village de Biot, un village qui a permis à un grand nombre d'artistes verriers et faïenciers de s'exprimer. Je vous souhaite une très bonne conférence. Oui, je m'appelle donc Antoinette Allais. J'ai travaillé au musée de Sèvres de 1970 à 2009. Et j'y ai occupé des fonctions très différentes, évidemment, avec le temps. Mais j'en ai pris la direction en 81. Mon prédécesseur avait, avec drôlerie d'ailleurs, décidé que la céramique française avait pris fin en 1789. Alors, il avait fait une exposition en 63 de céramistes contemporains et il avait trouvé ces gens tellement atroces qu'ils s'étaient juré de ne plus jamais se mêler de céramique contemporaine. C'est rédhibitoire, effectivement. Donc moi, j'ai un certain mauvais esprit naturel, ça m'a donné une envie folle de m'occuper de céramique contemporaine. Et puisque l'année d'aujourd'hui est consacrée à Valoris, ça m'a donné envie de parler de Biot. Ça me paraît d'une logique évidente. Donc voilà, Biot, c'est un endroit assez étonnant. C'est un village perché, d'abord, pour dire ce que c'est-à-dire que c'est construit en haut d'une montagne. Donc c'est tout petit, alors que Valoris s'étale malgré tout en largeur, quand même il y a de la place, toute proportion gardée à Valoris, qui est à une dizaine de kilomètres de Biot, pas plus. Biot est dans un site tout à fait particulier et à vrai dire magnifique, à peu près à 3 kilomètres de la mer. Et c'est un village qui est évidemment ancien, enfin je ne saurais dire. Ce sont des villages qu'on construisait perchés de cette façon pour voir de loin les pirates musulmans qui venaient chercher des esclaves sur les côtes chrétiennes. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas un vice d'aller s'installer là-haut, c'est une protection. Donc Valoris est essentiellement constitué d'une rue. Une rue animée, une rue marchande, une rue dans laquelle on a tous les commerces que l'on peut vouloir, mais surtout consacrée à la verrerie, à l'art sous toutes ses formes. Et cette rue aboutit à une église, qui est une église ancienne, elle aussi, en gros du XVe siècle, qui a cette particularité qu'on y descend. Alors que d'habitude, les églises, on monte sur des perrons, là on descend parce qu'elle est à flanc de coteau et que la colline descend à cet endroit-là. Elle descend tellement que quand j'y suis allée au printemps, la maison derrière l'église venait de s'écrouler. C'est un peu inquiétant parce que le site n'est pas très stable en somme. Et donc il y a une belle église avec une acoustique magnifique. Et des rues derrière l'église. On peut très bien aller à Valoris sans jamais dépasser l'église. C'est une forme de terminus, l'église en apparence. Et par derrière, vous avez donc une ville de pierre très minérale dans lesquelles les habitants font pousser le maximum de plantations, y compris en rajoutant du coq, parce que quand même une ville avec un coq, c'est mieux qu'une ville sans coq. Je suis absolument de cet avis. Alors, comme dans beaucoup de villages, vous savez, les syndicats d'initiative créent un magasin pour vendre les productions artisanales locales. Là, ce sont les créateurs eux-mêmes qui ont créé un magasin avec toutes leurs créations. Alors ça va évidemment des cochonneries les plus épouvantables, à vrai dire, à des choses très, très remarquables. Claude Pelletier est un très bel orfèvre dont je vous reparlerai parce qu'il a fait des montures en particulier de verre. Il a 94 ans, donc il produit encore un peu, mais ça n'est pas grand-chose. Et donc, les artistes peuvent, sans avoir de magasin eux-mêmes, vendre leur production, mais ça va de la vannerie, il y a de tout, et même de la peinture, mais j'ai simplement oublié de prendre le nom de l'artiste en question, donc il va rester anonyme.
Et cela dit, c'est ce genre d'endroit que moi j'adore parce que vous pouvez, et tout Biot est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un mélange total de choses extraordinairement moches et de choses tout à fait ravissantes. À vous de vous faire l'œil et de tomber sur ce qui est joli et beau. Moi j'aime beaucoup cette grenade, j'avoue. Là aussi, j'ai oublié de marquer qui avait produit la grenade, mais j'aime ces situations où tout est en vrac et où vous êtes là pour vous faire l'œil et pour choisir, et à vous de bien choisir, c'est ça le problème. Cette dame, elle, crée des bijoux, elle nous a montré avec un bonheur ineffable des opalines de Valoris. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des opalines de Biot, pardon. Je vais tout le temps me tromper entre les deux villes, excusez-moi. Et cette jeune fille a un atelier qu'on trouve comme ça aussi, tout simplement en se promenant dans Biot. Valoris a été en somme fait au point de vue médiatique par Picasso, qui est venu en 1947. Il a donné à cet endroit une renommée dont Valoris vit encore aujourd'hui. Il a fait venir, sa présence a fait venir de grands céramistes, et Derval, Portanier et bien d'autres se sont installés là, Capron, parce que la renommée de la ville était toute faite. Fernand Léger, c'est un excellent peintre, mais qui n'a évidemment pas du tout la même renommée médiatique que Picasso. Et à la fois, lui aussi, il a quand même créé quelque chose sans le vouloir. Enfin, c'est parce que les gens venaient attirés par les peintres, par ce peintre. Il a fait de la céramique, mais il a fait faire ça aussi par un céramiste de métier qui malencontreusement a fait des faux. Alors on reste un peu vaseux sur les céramiques de Fernand Léger parce qu'on ne sait jamais très bien où ça commence, où ça finit. En tout cas, il y a un grand et beau musée qui joue son rôle parce que regardez, quand j'y suis allée encore une fois au printemps, il y avait là une exposition d'une école de couture de Nice ou de Cannes, je ne sais plus, et regardez comme finalement ce tableau avait réellement inspiré une robe. C'est pas si simple, essayez donc de faire une robe à la Picasso. Remarquez, ça doit être possible, mais c'est pas. Et tous ces masques avaient été inspirés par des destins de Fernand Léger également. Donc, une source artistique liée là aussi à la présence d'un artiste, mais dans cette ville qui était comme toutes les villes du midi de la France, plus ou moins traditionnellement vouées à l'art de la céramique, à Biot, je ne vais pas vous en montrer, enfin je ne peux pas remonter au néolithique, donc je ne vous en montrerai pas de la poterie populaire de Biot, mais il y en a. Il y a une production en particulier de jarres qui a été très importante. Mais ce qui a fait tout d'un coup une nouveauté considérable, c'est en 1956 l'arrivée à Biot d'un assez étrange personnage, à vrai dire, Éloi Monod. Éloi Monod faisait partie de la grande famille protestante qui a donné les prix Nobel et tout ce qu'on veut à la France, et il avait reçu une formation d'ingénieur céramiste à Sèvres, ce qu'on appelait l'école de Sèvres, qui effectivement était à Sèvres à l'époque, et qui était vraiment une école d'ingénieurs. On n'y faisait pas de vaisselle, on n'y faisait pas d'œuvres d'art, on y faisait de la science. Et il avait épousé la fille du propriétaire de la poterie provençale qui faisait ces fameuses jarres de Biot. Et Luce Augier-Larribé a donc épousé Éloi Monod, qui voulait faire, enfin, petit à petit, il a précisé ses désirs, qui voulait donc créer une verrerie à Biot. Lui ne savait absolument pas faire de verre, donc il a fait un petit tour d'Europe et il a recruté des verriers, des ouvriers, mais qui savaient réellement faire du verre. Et il a institué, nous sommes dans la période de l'après-guerre, une espèce de
de coopérative. Enfin, c'était lui le chef, c'est une coopérative verrouillée. Mais la vie était pratiquement communautaire. Lui se faisait autant de repas qu'il le fallait pour que tout le monde soit nourri. Les ouvriers faisaient, en principe, vous savez, dans une verrerie, normalement, chaque poste est tenu par un seul personnage et puis qui ne change pas de rôle. Là, on avait un poste réel, mais on tournait. Tous les ouvriers, à la fin, savaient tout faire en réalité. Et les femmes faisaient le reste, c'est-à-dire balayaient, classaient, triaient, vendaient, sans récrimination féministe. Mais à la fin du mois ou de l'année, on comptait les dépenses et les gains et on partageait. Et ces verriers ont gagné beaucoup d'argent, ce qui est tout de même rare quand on est ouvrier verrier. La chose a duré jusqu'en mai 68. Et en mai 68, les ouvriers ont levé, comme tout le monde, ça se faisait beaucoup, l'étendard de la révolte. Le manque de chance, c'est que quand même, en fait de révolte, ils avaient une position tout à fait privilégiée par rapport à la société. Et la verrerie Monod a été reprise par la famille Le Chassinski, qui est toujours là, et qui dirige une verrerie, maintenant qu'une verrerie, et qui est surtout un atelier de démonstration désormais, et une galerie de verre international. Mais ce sont des gens qui... Voilà, tous les Biotes, il y a une montagne, donc il y a la mer, la ville, et puis un apic assez fort, et la verrerie et la galerie Le Chassinski sont en bas, et le musée Léger aussi d'ailleurs, sont en bas de l'autre côté de la montagne. Les Le Chassinski n'ont pas fait un pas amical à l'égard de la population locale, donc chacun mène sa vie. Les verriers, après mai 68, se sont donc éparpillés, puisque le système ne fonctionnait plus. Et désormais, tous ces verriers nombreux, jeunes verriers qu'on voit, n'ont plus d'atelier. Les Pierini, qui sont l'un de ces ouvriers qui ont quitté la verrerie, les Pierini mettent à leur disposition un poste de travail de verrier et on le loue à la journée, à l'heure, je ne sais pas, mais ils n'assument plus. En plus, quand j'y étais, le prix de l'électricité était à son comble. Ils auraient été incapables de fournir l'investissement nécessaire pour faire du verre. Donc, le système fonctionne et même favorise la multiplication des verriers. Alors, la production de Biot, la première, celle faite par Éloi Monod, là, il a eu un coup de génie, cet homme de science, c'est qu'il a inventé le verre bullé. Les bulles, ça se fait dans le verre et c'est considéré comme un défaut. De toute éternité, il y a des verres bullés. Et Éloi Monod, on a vu dans un musée, c'est la sous-production. Les verres bullés, c'est ce qui est un verre bullé, c'est un verre dont la fabrication a raté quelque part. Et lui, il a dit, mais je vais en faire. Or, on était dans les années 50, 60, 70, à l'époque où le goût de la France allait vers le rustique. Vous savez, c'est l'époque des toiles de jute, des tables en chêne, des grès, vous savez, des tasses. Les plus âgés d'entre vous ont eu ça, des tasses à café en grès, c'est très désagréable, des assiettes en grès, ça gratte, mais c'était la mode et il a fourni. Alors, il y avait plusieurs lignes, une bleue, enfin, toute la production était classée par couleur et à un moment donné, la fabrique ne faisait qu'une seule couleur. Donc, on succédait comme ça. Donc là, je vous montre la carafe, et on ne peut plus typique de la production d'Éloi Monod. Mais cette production a été finalement extraordinairement formatrice pour un grand nombre de verriers. La manufacture a donc, pour les Monod, fermé en 1974. Le fils aîné, Claude Monod, avait dirigé la manufacture entre 1968 et 1974. Et en 1974, il s'est mis à son compte. Il a quitté Valoris, pas de beaucoup, mais il s'est installé au Touron, c'est-à-dire à quelques kilomètres de là. Et il a fait du verre chez lui. Et au fond, sans tambour ni trompette,
il a créé ce que les Anglais appellent un glass studio, c'est-à-dire un artiste qui se met à son compte. On en parle aussi pour la céramique. Ce sont des artistes indépendants qui s'installent chez eux. Et en France, ça n'avait jamais existé parce que vous aviez eu des grands verriers comme Descorchemont, comme Marino à Troyes. Enfin, il y avait eu des grands verriers, même indépendants, mais ça n'avait rien. Ils avaient eu leur production, puis ça s'était arrêté là. Enfin, ils ne concevaient pas ça comme une installation, si vous voulez. Et là, le système s'est installé à Abiotte. Et donc, Claude Monod a créé, ipso facto en quelque sorte, un style, une production qui a honnêtement la limite d'être celle d'ouvriers qui se sont mis à leur compte. Ces verriers manquent pour la plupart de formation artistique. On leur aurait un peu, enfin il y a quelques règles dans la création artistique. Ils auraient sans doute gagné du temps si on les leur avait montrées. Mais enfin, ils se sont lancés généralement seuls et ils ont créé des pièces qui, historiquement, dans l'histoire de l'art français, sont importantes puisque ce sont des vraies innovations. Ces pièces-là ont été acquises par le Musée des Arts Décoratifs. Ce sont des verres avec inclusion. Vous savez, c'est assez facile. Vous soufflez vous commencez à souffler une couche de verre, et puis vous posez dessus, d'une manière ou d'une autre, une couleur, et vous remettez une autre couche de couleur, et vous avez une inclusion. C'est la méthode la plus naturelle, simplement tout est dans le talent de mettre la couleur et de créer la forme. Claude Monod est mort, je regarde la date, en 1990, dans un accident de chasse. Donc il a disparu très vite, mais il a eu énormément de successeurs, en somme. A commencé la première par Isabelle Monod, sa veuve, qui ne s'est pas installée à Biot. Elle était suisse d'origine, elle s'est installée dans les Alpes. Elle est morte en 2021 et elle a inventé, alors elle a vraiment inventé un univers qui est le sien en créant des petites constructions dans des cubes avec des inclusions à l'intérieur qui sont extrêmement poétiques. Elle a vraiment, créé sa manière. Elle échappe un peu à Biot et en même temps elle est entièrement issue de cet univers. Elle rajoute des choses qui ne sont pas du verre, comme du bois. Enfin, elle a un monde et elle le crée avec beaucoup de poésie. La sœur de Claude, donc Véronique, elle est allée aux écoles. Elle a appris, on lui a fait des cours de design et de beaux-arts, et elle était plus cultivée. Elle a fait du design, et voici par exemple un des objets qu'elle a créés. Ce sont des objets qui ont une vraie conception qui relève du design. Mais ça reste tout à fait exceptionnel à Biot. Alors par contre, les autres étaient donc des ouvriers qui se sont mis à leur compte. C'est vrai des céramistes, c'est vrai des verriers. Il y a toujours dans ces métiers manuels et artisanaux un goût très fort pour la virtuosité. C'est plus fort qu'eux. Plus c'est compliqué, plus c'est beau, et plus c'est impeccable techniquement, plus c'est beau. C'est généralement leur mode de fonctionnement. En l'occurrence, cette coupe est magnifique, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il avait été ouvrier justement chez Monod et il savait tout faire et il l'a fait. Je vous ai montré au départ un petit stand de bagues de Jean-Claude Pelletier. Pelletier est orfèvre, il travaille surtout l'argent et souvent il a complété les flacons de ces messieurs les verriers par des bouchons, et c'est un très bon artisan et artiste. Vous savez, le fait d'ajouter quelque chose à la création de quelqu'un d'autre, ça demande d'avoir très bien compris ce que le premier voulait dire et le compléter, l'embellir, l'enjoliver. C'est tout un point de vue qui est rare finalement et qui est extrêmement bien manié par Jean-Claude Pelletier.
l'un des plus célèbres de ces verriers, et excusez-moi, pas le meilleur, loin de là, mais le plus célèbre sûrement, Jean-Claude Novarot, qui lui aussi était ouvrier chez Monod, et qui a fantasmé du verre toute sa vie. Ça a eu beaucoup de succès. Voilà, mais je vous montre les biens quand même. Il ne faut jamais saper son sujet. Je ne sais pas ce que c'est que cet objet. J'ai trouvé cette photo dans un livre et je ne sais plus de quel livre, à vrai dire, donc je n'ai pas pu compléter ma notice. Je le trouve étonnant, pour le coup, dans ces gens qui ont fait surtout des flacons, hein, c'était l'essentiel de leur production. Là, tout d'un coup, il a inventé quelque chose, Novarot, il faut lui reconnaître ça. Mais d'habitude, Novarot, ça ressemble plutôt à ça. C'est pas bon, on a le droit, hein, on a tous les droits. Michèle Louzoro, elle, était secrétaire chez les Monod. Elle y a passé beaucoup de temps et elle a aussi été l'épouse de Novarot entre 1977 et 1982. Elle avait une situation qui lui fait qu'elle était évidemment en contact avec tous les membres de la verrerie, et elle en a recruté certains et elle les a fait travailler. Donc c'est pas elle qui a fait ça, elle n'a jamais fait de verre, mais elle les concevait, elle les soutenait et elle leur donnait la possibilité de travailler. Mon Dieu, je trouve que ces deux objets sont tout de même bien, enfin ils brillent et ils correspondent bien à cet état d'esprit de Biot qui est ça doit briller, ça doit être coloré. C'est en gros leur devise. Alors aujourd'hui, c'est cet Antoine Pierini qui est le fils de celui dont je vous parlais avec cette coupe orange il y a un instant. Antoine Pierini est le détenteur de ce lieu, de ce site industriel en somme, où des verriers peuvent venir et travailler sans avoir à porter eux-mêmes le coût d'une installation de verrerie. C'est toujours quelque chose d'extraordinairement important. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu des verreries anciennes, mais ce sont des installations très 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 importantes parce que le verre, on n'a jamais pu le fabriquer qu'à des températures extrêmement élevées, donc il faut des fours particuliers. Enfin, c'est tout faire de la céramique, c'est beaucoup plus facile. Hein. Vous construisez votre four avec quelques briques et il faut être coché. Non, une verrerie, ça ne se fait pas comme ça. Et donc, ce Pierini est l'auteur de ces bambous que je trouve quand même très bien, mon Dieu, on sort du flacon, c'est quand même. Alors qu'en réalité, si on veut, ce sont des sortes de flacons embranchés les uns aux autres. Il faut regarder un peu la dame qui est derrière. Je l'ai photographiée un peu exprès. Elle est chez elle. Hein. Elle est assise là. Si j'avais été prendre ma photo le matin, elle aurait été en train d'éplucher des légumes. Elle est très âgée. Et elle est Madame Brottier, et Monsieur et Madame Brottier ont tenu toute leur vie, maintenant c'est leur fils qui le fait, le restaurant qui est en face. Ça c'est la fameuse rue qui mène à l'église. Il y a des arcades, et le restaurant des arcades est en face, et ce couple a, depuis toujours, nourri les artistes contre des objets. Ils s'y sont tous retrouvés, hein, parce que la collection Brottier, c'est quelque chose. et voilà, donc, et la cuisine Brottier, c'est bien aussi. Hein, c'est pas donné, mais c'est très bon. Donc voilà, cette dame est un pilier de Biot. Et donc, je vous disais que ces artistes venaient travailler. Donc, Anne Robinson est une jeune femme. Elle va travailler chez Antoine Pierini, mais elle vient de l'art du métal et elle a décidé un beau jour de faire les deux à la fois. Et ça donne des objets qui se tiennent bien, puis qui sont sortis justement du flaconnage qui était la spécialité absolue de Valoris. Donc, un artisanat verrier très vivant, parce que je ne peux pas vous les citer tous, il y en a plein, des jeunes gens qui font du verre et qui le font bien, à vrai dire. Alors, c'est de l'artisanat, mais c'est un artisanat, encore une fois, dans lequel vous pouvez vraiment faire vos courses avec bonheur. C'est ça.
Et au milieu de tout ça sont quand même aussi arrivés et se sont établis à Biot quelques très grands artistes qui sont pas tous morts. Et en particulier, le plus âgé, là, ils sont trois à vrai dire, Edberg, que vous voyez ici, Jackie Coville, qui, pour ceux qui en ont entendu parler, est le frère de Marcoville, le verrier, et Jean-Paul Van Dyck. Donc, Edberg, lui, était suédois. Il a voyagé dans sa jeunesse, comme beaucoup de jeunes artistes qui trouvent que c'est agréable de voyager, je suis de cœur avec eux, et il a fini par s'installer à Biot, où il a fait une production continue jusqu'à sa mort. Le problème d'Edberg, moi j'en ai vu une exposition d'Edberg. Quand je suis arrivée au musée de Sèvres, on m'a demandé de faire la critique d'une exposition qu'il avait à ce moment-là, Boulevard Saint-Germain. Et j'ai expliqué que je trouvais ces couleurs, ces couvertes absolument magnifiques, et que les formes ressemblaient soit à des œufs, soit à rien du tout. Enfin, je trouvais ça... Il avait un petit problème de forme, le monsieur. Alors, le docteur Pecker, qui dirigeait la revue, m'a expliqué que j'étais là pour dire du bien des artistes dont je parlais et pas du mal. Bien, bien monsieur, vous avez évidemment raison. Et ensuite, j'ai quand même constaté que Edberg avait un petit problème de forme. Alors, il a d'abord aimé la couleur, lui. Or, on était en plein, pour le coup, enfin, pas encore en 58 d'ailleurs, mais plus on allait vers les années 60-70, plus on allait vers cette période du rustique, on n'aimait plus que le marron. Hein. C'est le nord de la France ou de l'Europe qui donnait la mode, et il fallait faire du grès marron. Moi, ça m'a posé beaucoup de problèmes de cette époque. Moi, j'ai commencé dans la profession absolument à ce moment-là, et j'ai dit, et je maintiens que j'aime pas ça. J'aime pas le marron, enfin j'aime le marron en étoffe, mais pas en vêtements, mais pas en céramique. La vérité est un peu plus subtile. C'est que j'arrivais dans ce métier, j'avais pas de principe de goût pour savoir ce qui était beau et laid. Enfin, et justement, les boules marron, moi je savais pas quoi en penser. Mais alors vraiment pas. Et ça m'agaçait prodigieusement d'être devant des choses que je trouvais... Enfin, oui, je ne savais pas quoi penser de tout ça. Alors que la céramique méditerranéenne, quand elle est pas bien, elle est tellement pas moche qu'on sait qu'on l'aime pas. Ça pose pas de problème de jugement. Ça s'impose à vous. Or, ce qui est amusant quand vous êtes conservateur de musée, c'était justement de faire une collection de céramique contemporaine, donc de décider que tel objet mérite d'être immortalisé dans les collections nationales et tel autre doit, s'il vous plaît, disparaître dans l'anonymat le plus complet. Donc, vous voyez, là, il a créé des orgues marrons parce que nous sommes en 1965 et la mode du grès s'impose un peu partout. 65, c'est le début, ça s'est fait entre 65 et 70. Les céramistes français ont tous acheté à cette époque-là des fours à grès. Les fours ont changé de nature et sont devenus beaucoup plus faciles à manipuler que les fours plus anciens. Donc le grès s'est imposé aussi comme quelque chose de plus facile à faire, il faut bien le dire. Donc l'éponge, une éponge, oui, voilà. Donc, par contre, regardez, ça commence à grandir tout ça, hein, 55 cm, car Edberg a multiplié des formes issues de la nature. Pour le coup, il avait réglé, quand il a compris qu'il pouvait faire ça simplement en recopiant la nature, ça lui a beaucoup facilité les choses. Et il a gardé ses couleurs méditerranéennes, parce que lui et moi, c'était ça qu'il aimait, que nous aimons. Et il a grandi les formes jusqu'à arriver à des formes absolument considérables. Ce sont des objets en grès qui ont des couvertes extrêmement subtiles, qui sont... vous le voilà au milieu des citrouilles, des poires et des pommes et des oranges à droite. C'est magnifique et ça a eu beaucoup de succès pour le coup là avec lui, avec ses fruits. Le succès a démarré vraiment, ça a beaucoup plu et il a eu une vie à partir de cette époque-là. Il n'avait plus besoin d'aller de payer ses repas avec des œufs en céramique chez Brottier. Il subvenait très très facilement à ses besoins.
Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir lui acheter une pomme. Mais c'est évidemment, vous savez, j'avais quand même avec la céramique contemporaine beaucoup de difficultés à faire accepter ça par mes collègues. Non, la pomme a eu tous les succès. Ce sont des objets qui sont extraordinairement séduisants. Et je dire qu'il y avait une petite pomme verte que je trouvais trop chère pour moi, je ne m'en remettrai jamais. On n'est pas acheté. Alors, de quoi faire des salades de fruits? Alors, autant que vous voulez, mais c'est stupéfiant parce qu'en réellement, il a un talent d'émailleur absolument fou. Hein. C'est pas que c'est grand, c'est aussi que c'est étonnant. Ces couleurs qui sont brillantes, qui sont vives, qui sont belles, qui sont propres, elles ont ça a quand même toutes les vertus, les fruits d'Edberg. Donc voilà, des mûres d'un côté, des framboises de l'Arctique. Je ne savais pas qu'il y avait des framboises spéciales pour l'Arctique. Et à droite, des olives de toutes les couleurs. Ces cerises, c'est magnifique quand même. On se donnerait pour avoir ça dans son jardin quand même. Voilà. Alors Edberg a trouvé sa voie avec les fruits. Heureusement que je n'ai pas une conférence à faire sur Edberg, parce qu'au bout d'un moment, je ne saurais plus quoi en dire, à part de dire que c'est beau. Il en a fait beaucoup, hein, c'est une production qui a été abondante, et c'est beau. C'est tout ce que je peux dire de plus. C'est pas... Ou alors, et puis, il se débrouillait quand même pour qu'on ne sache pas très bien comment il faisait. Hein. C'était pas un secret d'État, mais il vous montrait pas, il vous faisait pas visiter son atelier. Jackie Coville. Jackie Coville, c'est un personnage plus complexe, plus intéressant, plus étonnant, qui a eu aussi beaucoup de succès. Et beaucoup de succès aussi à partir du moment où il a fait des très grandes pièces. Désolé, il y a eu une mode pour les grandes pièces dans ces années-là, mais tout le monde ne sait pas le faire. Hein. C'est compliqué parce qu'un four de céramiste, c'est grand, mais puis après, vous allez pas au-delà. Alors le truc, il est connu évidemment, c'est de faire les choses en plusieurs morceaux, puis de compléter les morceaux les uns avec les autres. Enfin, tout ça n'est techniquement pas si facile. Son atelier rempli de... C'était je dirais pas un désordre insensé, mais enfin quand même, il y avait beaucoup de choses dans son atelier. L'entrée de son atelier, je vous la montre parce que c'est en fait l'entrée de là où vivait Fernand Léger. Il a repris le site, la poterie dans lequel vivait Fernand Léger. Et vous voyez dans le fond des choses très grandes, bizarres. Je vais vous montrer. Alors, lui, c'est un peu entre Edberg qui fait un peu toujours la même chose et Van Lith qui ne fait jamais la même chose. Jackie Coville, c'est un peu entre les deux. En ce sens que quand il a commencé, alors lui, il avait une formation d'ingénieur aéronautique. Donc voilà, et comme souvent chez les Coville, on commence à tâtonner pas mal avant de trouver sa voie. Il a tâtonné, mais un jour, il s'est lancé et il a, avec femme et enfants, il s'est installé à Biot. Et il a fait ce que tout le monde faisait, c'est-à-dire des pièces émaillées, des boules marron en somme. Hein. Mais les siennes sont quand même un peu plus fantaisistes que les autres boules marron. Vous voyez ce vase au lézard, ça a un petit avant-goût de ce que sera l'art de Coville quand il sera complètement maître de ses moyens. Vous voyez, c'est quand même ce vase-là est en faïence, c'est-à-dire qu'il y a un émail d'oxyde d'étain, ça donne à ce jaune un éclat qui n'est pas du tout celui du marron sur fond marron. Il y a de l'or en plus, enfin il fait tout ce qu'il peut pour relever un peu spontanément l'éclat des pièces à la mode qui manquaient souvent singulièrement d'éclat. Celle-ci est plus dans le goût normal, si j'ose dire, de la mode de ce temps-là, avec souvent des formes assez nouvelles en réalité par rapport à toute la production française antérieure, mais qui ne sont pas d'une inventivité. Une fois qu'on a fait une boule, un vase-boule, 2 vases-boules, 3 vases-boules, et bien on continue à faire des vases-boules. La chose, c'est que celles de Coville sont tout de même très réussies parce qu'il était un formidable tourneur.
il tournait des pièces avec une finesse et une qualité réelle. Cette aumônière qui a dans sa manière une sorte de génie, parce que c'est une sorte de trompe-l'œil d'étoffe quand même, cet objet. Il fait les choses, je trouve, Coville, il les fait comme ça. C'est une aumônière, point, je vous fais une aumônière, et la voilà. Et puis, quelque chose que vous connaissez peut-être si vous êtes allé au musée de Sèvres, je crois que ça s'y trouve toujours. Mes successeurs avaient absolument décidé de faire disparaître tout ce que j'avais mis dans le musée de Sèvres, mais c'est compliqué à faire parce que j'en avais mis beaucoup. Et en particulier, cette pyramide de citrouilles, qui sont donc faites, c'est du grès recouvert d'un oxyde d'étain, donc de faïence en somme, avec dessus des rehauts d'oxyde de cuivre qui donnent ce rouge. Simplement, il a fait que c'est une pyramide, et c'est une pyramide, je suppose que mes successeurs ne savent pas comment le démonter. Et je pense qu'ils ont grande envie de le faire disparaître, ils ne savent pas comment faire. Et remarquez, moi je ne saurais pas le faire non plus. On ne touche pas. Il a fait aussi, un peu entre la période grès et la période faïence, il a fait beaucoup de fruits en fait, et souvent ces pyramides de fruits, ça relève un peu de ces traditions de certaines poteries italiennes, il me semble, de faïence italienne. Ça marche toujours, ce sont des objets purement décoratifs, mais c'est beau parce qu'une corbeille de fruits, c'est beau, ça fonctionne parfaitement. Et puis, tout d'un coup, paf, il a changé. Alors, il faut quand même dire qu'il a changé au début des années 80, mais tout le monde a changé à ce moment-là. Autant jusque dans les années 80, la mode était au grès marron sur fond marron. En 80, je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment pour que la mode ait tourné aussi vite. Est-ce que les modes tournent à tour de vitesse ? C'est la date, c'est l'époque où on a élu Mitterrand. Tout d'un coup, le riche est devenu permis. Moi, je cherche des explications, j'en ai pas. C'est assez symbolique que le riche soit devenu poli en 1980, permis en 81. Il y a eu aussi en 1982 un prof, Biagini, qui était professeur de céramique à Nice, a fait venir un Américain dont je suis désespérément en train de rechercher le nom, il est célébrissime, qui a fait une démonstration de raku. Vous savez, le raku, c'est cette technique qui consiste avec des fours et des terres un peu particulières, à interrompre la cuisson au moment où la fusion céramique se fait. Alors, où ça claque, où ça marche. Et l'avantage, moi, quand je les ai vus commencer à faire du raku, je me suis dit, flûte, ils vont recommencer à faire du faux japonais après avoir fait plein de faux chinois. Et ben non, parce que le raku, une fois que c'est cuit, on rajoute des couleurs dessus. Mais les couleurs sont des couleurs peu cuites, puisque la terre est déjà cuite, on n'a pas besoin de remonter à une aussi haute température. Et ça les a réhabitués à sortir des couleurs colorées. On est sorti du marron, parce que la technique s'y prêtait. Donc, je ne sais pas, en tout cas, à partir de 80, 82, les céramistes se sont mis à faire ce qu'ils avaient envie de faire, au lieu de faire ce qu'il fallait faire. Alors, il y a ceux qui ont continué à faire du grès marron, que j'adore d'ailleurs, c'est comme Champy, enfin, je veux dire, ceux dont c'était le goût réel, profond, qui n'avaient aucun besoin de changer de technique. Et puis ceux, comme Coville, qui ont tourné la page des émaux pour faire ce qu'ils aiment, de la sculpture en fait. Et voilà quelques objets parmi. Alors, il existe sur Coville un énorme bouquin d'un poids insensé, d'un prix considérable, mais qui existe, et on peut donc vous montrer des loups autant qu'on en veut, une patineuse qui était donc celle qui n'est plus devant le musée de Sèvres. Alors, Coville, il y a quelque chose qui fait qu'il a eu beaucoup de succès dans l'art contemporain.
Je pense que tout de même, il avait, en plus de cette drôlerie qui lui est profonde, qui lui est sincère, il a un œil, excusez-moi, il a un œil rigolard. Il a aussi un fond d'angoisse profond. Et, et ça se voit, et ça se sent, et ça rejoint aussi quelque chose du goût contemporain. Donc, il a été reçu dans les grands salons internationaux de l'art contemporain. Enfin, c'est quelqu'un qui a... Il n'y a pas beaucoup de céramistes, vous savez, qui sont rentrés dans le monde de l'art contemporain. Eh bien, lui, si. Moi, c'est par cet objet-là que j'ai découvert Coville dans sa deuxième... Non, dans la première production, je ne le connaissais pas, c'est tout simple. Dans la deuxième production, c'est avec cet objet-là. Vous voyez, c'est un beau de people quand même. Il y a ce petit gnome qui rame avec ses mains, il est pas dans il a beau avoir un bateau très très jaune et des oreilles très très rouges, il n'est pas dans une position très enviable en réalité. Mais les chats quand même réussissent à Coville. Ça, c'est les chats de Coville. Il y en a beaucoup que... La biquette géométrique n'est pas mal non plus, regardez là. Comment? Le chat est superbe, hein. Deux serpents. Mais c'est superbe le Coville, c'est pour ça qu'on en parle, c'est que c'est quand même quelqu'un d'étonnant. Et en plus, il a fait beaucoup d'objets extrêmement grands, et jusqu'à ces dernières années, ces objets étaient en grand nombre, décoraient le jardin de la galerie Capazza à Nancy. Et là, alors, il ne les vendait pas, Capazza, parce que c'était son décor quotidien, il était ravi d'avoir ça dans son jardin. Alors, Coville est très âgé maintenant, et c'est une galerie de Valoris, de Biot, qui s'occupe de son œuvre. Il a fait des anges. Il y a une production religieuse chez Coville, généralement limitée à des anges de toutes les tailles. Celui-là est immense, hein, 2,65 m, mais vous voyez, en réalité, la pièce est coupée en plusieurs morceaux. En plus, Coville, il fallait le voir partir. Il avait une espèce de carriole dans laquelle il entassait tout ça, ça se cassait, la carriole se détachait de la voiture, qui était enfin, c'était un espèce de cirque de folie intégrale, dans laquelle je crois qu'il se complaisait quand même. Les grenouilles sont heureuses et nous sommes ravis pour elles qu'elles trouvent une telle satisfaction à cet empilement. Et puis, pour finir sur Coville, cette tulipe qu'il a eu longtemps, enfin je ne sais pas si elle y est encore, dans son jardin à lui pour le coup. Et regardez, c'est quand même magistral, hein, une tulipe pareille. C'est un peu le même principe, c'est tout à fait le même principe artistique que celui d'Edberg, mais ça a quand même une puissance et une qualité folle. Alors tout ça, ce sont des terres à grès, hein, qui sont recouvertes d'émaux de faïence. Enfin. Jean-Paul Van Lith. Ça, Jean-Paul Van Lith, c'est un tout petit peu plus complexe, parce que c'est quelqu'un qui est d'abord quasiment parisien. Il est né à Argentière. Il a fait l'école des métiers d'art. Donc lui, il a vraiment appris à faire de la céramique, et il a une culture reliée ancienne, artistique, etc. Et il appartenait à une excellente famille bourgeoise, il lui appartient toujours d'ailleurs. Il a épousé une aristocrate flamande de Bruges, et c'est un homme du Nord quand même, vraiment. Et le grand épisode de sa jeunesse, c'est quand même la guerre d'Algérie. Ça pour lui, ça a été atroce. Il a eu la guerre pour la guerre, par la guerre, pendant 2 ans. Et en plus, comme il faisait du mauvais esprit, on lui a prolongé son temps de 6 mois de manutention. Enfin, vraiment la guerre, l'horreur. Et il est arrivé, et ça s'est terminé, il est arrivé à Paris en mai 68, et quand il a vu tous ces gamins qui jouaient à faire la guerre, là, il n'a pas supporté ça lui a paru absolument impossible. Et il est parti pour New York, où il a rencontré madame son épouse. Donc, et puis, alors, il est revenu dans le Midi, là, pour le coup, cette flamande. Elle a une peau blanche à côté de toutes les méditerranéennes, absolument ravissante. Et il s'est installé à Valbonne d'abord. Il a fait tout pour survivre. Hein. Il a très bien gagné sa vie en faisant de la ferblanterie. Et il a été brocanteur, enfin il a fait un peu de tout. Et dans les années 72, il a, avec Derval à Valoris, ils ont récupéré
des lustres rouges de la fabrique, décidément, les noms m'échappent, qui avait travaillé à Valoris en 1900. Mais si, on ne connaît que ça. Si, vous savez. Vous ne trouvez pas, mais moi. Si, voilà. Voilà, c'est Massier. Non, je savais que c'était connu. Donc, Massier, il a hérité d'un stock de lustres, donc des émaux qui avaient été utilisés par Massier. Il en avait laissé à la fin de la fabrique en avait gardé et ils ont hérité de ces stocks et ils ont fait en 72, Derval et lui, des choses magnifiques. Alors, justement, c'était tellement magnifique. Quand il me dit, vous savez, ce sont ces lustres rouges, je vais vous en montrer, qui, paraît-il, quand ils sortent des fours, sont absolument étincelants. Et puis quand ils se refroidissent, ils deviennent ce que je vais vous montrer. Donc on recommence, parce que ce sentiment de splendeur absolue, Van Lith, c'est un grand gaillard, et qui a de la prestance et qui peut faire des grandes choses. Alors lui, pour le coup, il n'a pas une seule manière, il en a plein, il invente des choses tout le temps. Alors, moi, c'est le premier objet que j'ai acheté de Van Lith. Je ne savais pas très bien ce que je faisais, mais il y avait une galerie parisienne à Paris qui me guidait dans ses achats. Et on m'a dit, achète ça. J'ai acheté ça. Et je l'ai inventorié très calmement en grès. Pour moi, ça ressemble à du grès, non? Je ne sais pas. Et je ne me suis pas posé de questions, en tout cas. Et quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu mon inventaire, ils ont poussé des hurlements. Enfin, oui, je ne sais plus avec qui Van Lith était. Ils ont poussé des hurlements et ils m'ont dit que c'était de la faïence. Alors, oui, c'était de la faïence qui imitait le grès très, très, très fortement. N'oubliez pas, nous sommes dans les années 70, on n'est encore qu'en 63, mais cette mode s'impose. Et la faïence était plus à la mode. C'est tragique d'avoir une production que les gens n'aiment pas, parce que c'est pas ça qu'on aime à ce moment-là. Eh bien, donc, ils ont donné avec de l'oxyde, ils ont mis sur leur terre, souvent de la terre de Valoris, qui est rouge, un oxyde de fer qui donne cette apparence de grès. Donc, ils en ont fait une production avec des inventions souvent inspirées de l'industrie. Ici, un paquebot, et effectivement, alors là, c'est une chose aussi qui est devenue à la mode à ce moment-là. Vous voyez, au lieu de tourner, ce sont des objets qui sont faits à la plaque, c'est-à-dire qu'on fait des plaques de céramique et on les assemble pour leur donner des formes qui, évidemment, ne seront pas rondes à l'arrivée. Et ça donnait effectivement la possibilité d'inventer des formes qu'on n'avait jamais vues avant, quasiment à l'infini. Alors là encore, ce sont des assemblages d'abord de plaques avec des éléments tournés que sont les sortes de cheminées de ce soi-disant paquebot et des choses de pouce. Van Lith aussi a beaucoup utilisé les moules. Vous savez, vous savez pas, on décorait les mottes de beurre avec des moules en bois qu'on appuyait comme ça et qui avaient souvent des motifs de broderie en fait. Et bien, il les utilisait sur son. Il avait fait de la brocante, donc il a mis des dentelles aussi. Il avait beaucoup de trucs et de machins qu'il pouvait utiliser en le mettant sur la céramique molle, et ça lui fournissait des décors tout proches. Donc voilà, en 73, il a réalisé son chef-d'œuvre, et son chef-d'œuvre, qui à mon avis n'est pas le plus beau de tous, mais c'est un chef-d'œuvre technique pour le coup. Il a, dans une cuisson en réduction avec ses lustres de Massier, il a réussi à faire en même temps, je ne suis pas sûre qu'il ait réellement fait exprès, les grandes réussites sont parfois liées au hasard, du rouge et du vert. Normalement, il y a une couleur qui se fait avec un four en réduction, donc sans oxygène, et une qui se fait avec de l'oxygène. Et avoir les deux à la fois sur le même objet en une cuisson, ça, c'est quand même particulièrement étonnant. Et alors, il a fait vraiment beaucoup de grands. Cette période-là, pour lui, a été vraiment magique. Il a fait des pièces grandes, simples, avec souvent des motifs de calligraphie, de pseudo-calligraphie. C'est un art islamique, la calligraphie. Il ne savait pas calligraphier à la manière arabe, mais il s'est servi du principe, et c'est beau une calligraphie, ça peut être absolument magnifique. Vous voyez, donc il a multiplié des inventions comme ça évidemment, ce sont des objets
qui sont un peu gratuits, enfin qui ne servent à rien, mais qui sont beaux. Enfin, ça s'impose, c'est grand, c'est magnifique, c'est superbe. Le chef-d'œuvre de Van Lith, qui se trouve au musée de Vallauris, pour le coup, et qui est cette succession de blocs aux écritures, et qui se constitue. Alors, vraiment, là, enfin, moi, je trouve ça admirable. Je n'ai pas beaucoup de mots, parce que c'est difficile à décrire, c'est un peu abstrait, enfin, c'est abstrait. C'est une construction de blocs, et ça se pose comme ça. La matière est magnifique. Van Lith, il y a quand même deux sortes de céramistes, ceux qui s'occupent de la matière et ceux qui ne s'en occupent pas. D'une certaine manière, Edberg et Coville, deuxième manière, ne s'occupent pas vraiment de la matière céramique en tant que telle. Van Lith s'en est toujours occupé. Il n'a pas toujours réussi son coup, mais il a vraiment des matières subtiles. Là, si vous voulez, c'est de la terre vernissée, en fait. Après tout, c'est la tradition locale. Et puis de temps en temps, il regarde aussi l'Orient, parce que l'Orient c'est bien, et le hasard c'est bien, et cette coulure verte sur ce grès. Alors, Van Lith aime assez asticoter les populations, et l'avantage de leur époque par rapport à la nôtre, c'est qu'on pouvait choquer. Essayez donc de choquer de nos jours. Il faut vraiment mettre des vagins à Versailles pour pouvoir choquer quelqu'un. On en a trop vu. Mais à son époque, ça n'était pas encore le cas. La peine de mort était encore appliquée. Et surtout, en 1977, a eu lieu à La Borne un symposium où tous ces céramistes du Nord et du Sud se sont mélangés. Et ça a été très important. Faut dire, alors Van Lith a des termes par écrit pour dire ça a été formidable, je m'y suis fait des copains. En réalité, ils se sont tapés dessus, tellement ils étaient horrifiés de ce que les. Enfin, c'est très difficile d'expliquer ça à la jeunesse. Le grès s'était imposé comme une obligation, enfin, comme l'obligation aujourd'hui d'être pour l'immigration. C'était une obligation morale pratiquement de faire du grès. C'était pas du tout ce que vous avez envie de trouver ça joli. Non, non, c'était. On n'avait pas. Mais même encore à Vallauris, où j'ai fait une conférence sur Portanier, j'ai tout d'un coup, vous savez, quand vous faites une conférence, il y a des moments où vous ne savez plus très bien où vous en êtes, et j'ai fait cette phrase idiote, moi je préfère le grès. J'étais à Vallauris au lieu de la faïence. Je parlais de Portanier, faïencier s'il en est. Enfin, puis ça ne veut rien dire de dire qu'on préfère le grès à la faïence. C'est un terme générique qui ne recouvre rien. Il y a une dame devant moi qui est sortie comme un diable de sa boîte, qui m'a dit « Madame, vous n'avez pas le droit de dire ça ». Je ne sais pas si j'avais le droit ou pas le droit, moi j'en sais rien, mais je l'avais dit. En tout cas, là, le préfet, devant cet objet-là, le préfet est intervenu. Mais dans l'affaire, Jean-Paul a quand même découvert le grès. Et le grès, ça donne des possibilités que la faïence ne donne pas. Ça se cuit à plus haute température, c'est différent. Et justement, c'est idiot de dire qu'on préfère l'un à l'autre. Ça dépend de ce qu'on en fait, bien sûr. Et il a fait en particulier cette espèce d'assemblage bizarre. Il y avait une mode à l'époque, les potiers se moulaient les uns les autres et ils en faisaient des personnages. Je n'ai jamais réussi à en trouver pour le musée parce que c'était dans leur esprit des choses qui étaient faites pour disparaître. Ils faisaient ça pour s'amuser, ils ne faisaient pas ça pour faire des œuvres, entre guillemets. Et là, ce sont les seins d'une dame de la famille Monod, je ne sais plus laquelle. Au milieu, vous avez des spaghettis qui ont été faits en terre, mais effectivement avec une machine à spaghettis qui a sorti ça, et il a aménagé ça avec des lustres de différentes couleurs, bleu en haut, rouge, enfin, et ça donne cette espèce d'assemblage que je trouve superbe. Un jour, il est arrivé au musée de Sèvres en me disant « J'ai eu beaucoup de mal à récupérer ce plat, je suppose que c'était une galerie qui ne le vendait pas et qui le gardait parce que c'est beau, et il avait réussi à récupérer son plat, il m'a dit « Je vous le donne ». Et bien, j'étais très contente. Parce que ça montre alors là vraiment l'ascendance méditerranéenne en quelque sorte de Van Lith, ce lustre doré
qui est évidemment en concurrence avec les lustres islamiques en première, et avec des petits motifs, on ne sait pas très bien dont ils sont sortis, mais ça fait briller, chanter la couleur, et c'est quand même une vraiment grande chose. Enfin, c'est pas. Il a donc encore en 84, il va lui rester de ce lustre des Massiers, puisqu'il en utilisait encore, avec des signes qui ne sont pas de la calligraphie, mais tout de même des signes un peu de même nature. Vous voyez, collection Brottier. J'espère qu'il a bien dîné. Cet objet-là a été fait pour une exposition organisée par la ville d'Auxerre. Et en 88 ou 89, je ne sais plus, et il l'avait fait pour cette exposition. Et en fait, cet objet était tellement puissant au milieu d'une très grande exposition qu'il a fini tout seul dans un couloir, parce qu'effectivement, on ne pouvait pas le mettre à côté des objets normaux, si j'ose dire, faits par des artistes normaux. Ça écrabouillait tout, enfin tout le reste ça disparaissait. Donc, enfin, dire, de temps en temps, Van Lith vous sort comme ça des objets qui sont absolument stupéfiants. Et puis, comme tout le monde, parce que c'est la mode en ce moment, les formes se délitent. Les gens font des choses qui sont de moins en moins structurées, et c'est un peu le cas de ce couple infernal qui a quand même gardé de l'or. Enfin, cette scène de ménage a du panache. Van Lith aussi a fait du verre. Alors Van Lith, c'est pas un verrier, il n'est pas passé par la verrerie Monod, et il n'a pas appris à souffler, à faire de la verrerie. Par contre, il s'est beaucoup occupé de verre, en particulier en étant appelé comme consultant dans les usines en mauvais état. On lui demandait des idées de modèles, il a beaucoup fréquenté les verreries du Portugal à l'Allemagne, à la Normandie et à l'Est, et il a profité plus ou moins en réalité du talent d'autrui pour faire des objets qu'il décorait ou qu'il faisait faire à sa manière à lui. Et il a beaucoup décoré le verre, en particulier, vous voyez à droite, il l'a beaucoup fait, là je suis désolée, je n'ai pas de photo, il a beaucoup acheté de la céramique, des assiettes et autres, et il la décore, hein. Il fait ça tout le temps. Du verre émaillé, ce verre-là a été fait devant lui, je pense, enfin, et il a peint sur ce bateau mer de Chine, Nuit-Caline. Il aime beaucoup les effets de titre aussi, Van Lith. Et alors ça, il fait ça avec ses fours à lui, je pense, sans problème. Il déforme les objets et les transforme, et je trouve que ces 4 verres sont extrêmement jolis. Cette petite délicatesse dans la couleur, qui ne doit pas être de lui, mais des verres originaux, dans sa production étonne, et c'est bien. Alors, écrabouiller des bouteilles, ça c'est quand même un exercice qu'il a fait en très grande quantité. Et autre chose qu'il a fait beaucoup, c'est de casser le verre, de l'émailler avant ou après la cassure, et d'en refaire autre chose. Ces bateaux sont merveilleux. Ils sont plus ou moins réussis. Il n'y a pas de... Van Lith, c'est quand même quelqu'un qui essaye d'abord, et puis qui ne sait pas. Il ne juge pas son œuvre. Il attend que ce soit le regard des collectionneurs, des amateurs, pour dire si c'est réussi ou pas. Alors, il ne faut pas le laisser faire. Quand j'ai fait l'exposition de 91, lui, quand il faisait une présentation de ses œuvres, il faisait un souk. Il mettait tout. Comme ça, le client pouvait acheter. Tout était là. Alors, on lui a beaucoup dit qu'il ne fallait pas faire des souks. Mais là, au printemps dernier, il a eu très peu de temps pour le faire, mais on a fait une galerie municipale a exposé son œuvre. C'était un peu navrant, parce qu'il y avait tellement mieux à faire. Mais lui, en fait, il fait. Et puis si ça marche, c'est que c'était bien.
Voilà, et je vais terminer mon propos par ce vase, parce que je vous avais annoncé de la couleur quand même, et il m'a semblé que ce vase représentait exactement tout ce que j'aime à Valoris. À Biot, on peut trouver ça de très mauvais goût. Je vous laisse c'est pas comme c'est pas comme le grès, on a le droit de ne pas l'aimer. C'est quand même un privilège. Je vous salue.